Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir recevoir Gaëlle Bonneval, qui est assistante sociale au sein de la MDPH et qui va pouvoir vous donner toutes les informations précises et techniques sur cette reconnaissance. Et puis, nous aurons également d'autres interventions aujourd'hui, notamment de Magali, qui est bénévole chez nous et qui vous fera part de son témoignage. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec les participants. Donc, je vais pouvoir laisser la main à Gaëlle. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat durant les interventions. Nous avons également Lucille qui est avec nous aujourd'hui, qui est bénévole dans l'association. Bonjour. Et Lucille est modératrice. Donc, c'est Lucille qui est en charge de sélectionner toutes les questions. Et merci de les avoir posées en amont parce que ça nous a permis de travailler dessus. Et voilà, donc Lucille va pouvoir sélectionner les questions qui nous semblent pertinentes et puis pouvoir également sélectionner celles qui sont dans le chat. C'est OK? Super. Donc, je laisse la parole à Gaëlle Bonneval. Merci Gaëlle et je t'invite à te présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc moi, c'est Gaëlle Bonneval, je suis effectivement assistante sociale depuis une dizaine d'années et j'exerce actuellement auprès de la MDPH de Haute-Garonne, donc à Toulouse, sur le secteur adulte. Mais aujourd'hui, du coup, je vais essayer de balayer un petit peu toutes les prestations mobilisables, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Alors, du coup, on va passer à la première question que vous évoquez souvent, sans doute, hein, c'est pourquoi faire une demande à la MDPH. Donc, en effet, il y a deux intérêts. Hein. D'abord, pour faire reconnaître son handicap. Donc, je sais que c'est un mot qui peut heurter. Le terme handicap, le législateur a imaginé une large définition en 2005. Et effectivement, dans le champ du handicap, on y fait entrer un trouble de santé invalidant. Et c'est effectivement à ce titre-là aussi que les cardiopathies congénitales peuvent tout à fait relever d'une reconnaissance du handicap. Et c'est surtout aussi pour accéder aux compensations qui sont prévues par la loi. Donc ces compensations, elles peuvent être de divers ordres. Hein, on les verra au fil de la présentation. Mais ces compensations sont toujours liées, et c'est le champ d'entrée à la MDPH, sont toujours liées à un taux d'incapacité. Alors attention à ne pas confondre avec le taux d'invalidité qui est côté CPAM. Nous, au niveau de la MDPH, on parle vraiment de taux d'incapacité. Donc, il n'y a pas de taux fixe. On parle uniquement de tranches de taux. Elles sont au nombre de 3. Donc, il y a un taux inférieur à 50%, où là, effectivement, il n'y a pas d'entrave notable dans la vie quotidienne et du coup, pas d'entrée dans le champ du handicap et pas de compensation possible. Il y a ensuite un taux compris entre 50% et 79%, ou moins de 80% aussi. Là, on est sur une gêne notable sur tous les aspects de la vie quotidienne. Et ensuite, une dernière tranche de taux qui est un taux supérieur à 80%, où là, on parle d'entrave majeure avec altération de l'autonomie, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes. Et c'est cette détermination du taux qui, en effet, va pouvoir ouvrir le champ des compensations. Alors, après avoir essayé de répondre à pourquoi faire une demande à la MDPH, maintenant, comment faire une demande à la MDPH ? Je sais que c'est parfois le parcours du combattant. Gaëlle, tu peux passer à la slide du coup suivante. Donc, ces demandes-là se font à travers des formulaires administratifs. Pour faire une demande, il faut d'abord remplir un formulaire administratif, donc avec des pièces obligatoires à transmettre, et également un CERFA médical. Sachez que ce CERFA médical peut être rempli par le médecin traitant ou le médecin spécialiste, et que vous pouvez, même vous devez, je dirais, joindre tout élément complémentaire à la compréhension de la situation médicale de l'enfant ou de l'adulte concerné. Alors par contre, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, et c'est la raison pour laquelle je vais faire ce focus-là, c'est sur la page 8 du CERFA administratif, une page qui effraie bon nombre de personnes, qui est en fait le projet de vie. Il faut savoir qu'au niveau de la MDPH, l'équipe d'évaluation ne va connaître et ne va comprendre votre situation qu'à travers ce formulaire et qu'à travers ce projet de vie.
Donc effectivement, il n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. Et le projet de vie va devoir, enfin en tout cas, vous allez devoir vous écrire et décrire l'ensemble des retentissements subis pour l'enfant ou l'adulte sur l'ensemble des champs de sa vie quotidienne. Alors par ensemble des champs, on entend la scolarité, l'organisation familiale, le travail, le rythme, les déplacements, les contraintes thérapeutiques subies. Je sais que c'est un exercice compliqué, mais il est vraiment essentiel. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de conseiller aux personnes de commencer à lister une journée type, en fait. Parce qu'à travers cet exercice-là, ça permet de mieux cerner et de mieux comprendre tout ce que la pathologie induit sur la vie quotidienne. Voilà, donc on passe maintenant à l'autre slide qui évoque les missions de la MDPH. Elles sont finalement assez nombreuses, vous les avez décrites là sur le côté gauche de la slide. Mais je voulais revenir sur les termes, sur les acronymes, parce que voilà, on peut paraître un peu nébuleux. Il faut préciser que la MDPH est composée d'une équipe pluridisciplinaire. Donc effectivement, ce n'est pas uniquement une instance médicale, la MDPH. Et c'est la raison pour laquelle tous les éléments que vous allez transmettre, y compris votre vécu, vont être pris en considération par l'équipe d'évaluation. Ne croyez pas que seul le certificat médical est pris en compte. Donc voilà, donc cette équipe pluridisciplinaire de la MDPH fait uniquement des évaluations, évalue les besoins et propose les compensations adaptées. Et c'est ensuite la commission des droits, donc la CDAPH, qui, elle, va valider les propositions de la MDPH et va vous notifier les décisions. Vous verrez sur les notifications reçues, c'est signé par le président de la commission des droits. Et j'insiste aussi sur le fait que toutes les décisions peuvent faire l'objet d'un recours. C'est un droit qui est souvent oublié, mais vous avez deux types de recours. Un recours administratif préalable qui est finalement assez simple à mettre en œuvre puisqu'il s'agit juste d'adresser un courrier au président de la commission pour lui demander une réévaluation de la situation. Donc évidemment, si vous vous engagez dans un recours, prenez le temps de refaire un projet de vie, de retransmettre des éléments médicaux qui auraient peut-être pu être oubliés pour que l'équipe d'évaluation puisse vraiment cerner tous les retentissements subis. Et ensuite, il y a le recours contentieux qui, là, selon les prestations, se fera soit devant le pôle social du tribunal d'instance, de grande instance, soit devant le tribunal administratif. Alors, on va passer sur les compensations. Donc, on va d'abord s'attacher aux compensations enfants. Donc, avec deux types de compensations, des compensations matérielles et des compensations financières avec l'AEH. Donc, au niveau des compensations matérielles, on va mettre la lumière sur le projet personnalisé de scolarisation, sur la slide suivante. Ce PPS, il est à distinguer du PAI. Le PAI, c'est le projet d'accueil individualisé, qui là est hors champ de la MDPH et qui est vraiment un outil de concertation, mais intra-éducation nationale. Donc, on est vraiment hors MDPH. On rentre dans le champ de la MDPH et du coup dans le champ du handicap à travers le PPS. Ce PPS, il est à destination des élèves en situation de handicap. Je rappelle que le terme handicap est entendu au sens très large et concerne du coup les enfants atteints de cardiopathie congénitale. Ce PPS, il est élaboré par la MDPH en lien évidemment avec les équipes éducatives et pédagogiques de l'enfant. Et ce PPS se décline en décisions concrètes notifiées par la commission des droits. Sa mise en œuvre est confiée à un enseignant référent de scolarisation qui devient alors l'interlocuteur privilégié de la famille pour coordonner un petit peu toutes les propositions faites. Et ces décisions doivent être régulièrement réévaluées dans les équipes de suivi de scolarisation.
Donc, au niveau des décisions concrètes, on va les voir sur la slide suivante où elles sont déclinées. Ça peut concerner des adaptations pédagogiques, comme par exemple des supports qui seraient mieux adaptés pour l'enfant, des aides matérielles aussi, l'octroi d'un ordinateur, par exemple, en classe. Et évidemment, parce que c'est celle-là qu'on a le plus souvent en tête, l'aide humaine, donc l'accompagnant des élèves en situation de handicap, AESH, qu'on appelait avant AVS. C'est peut-être un terme qui vous parle mieux. Donc, cette aide humaine, elle est possible dans l'enseignement privé et public. Pour en faire la demande, il faut de manière préférable qu'elle soit sollicitée et étayée par l'équipe pédagogique de l'enfant au niveau de l'école. Elle peut être, cette AESH, individuelle. Dans ce cas-là, il y a une quotité fixe qui est attribuée par semaine, ou alors elle est mutualisée. Ça veut dire que cette AESH, selon les besoins de l'enfant, va être 1 heure avec un, puis 2 heures avec un autre enfant. On parle de mutualisation du temps. Et par contre, le recrutement des AESH n'est absolument pas géré par des acteurs du handicap, mais géré par l'inspection académique. Alors, on va passer maintenant du coup à la prestation financière qui est l'AEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc, cette AEH, elle est possible selon le taux d'incapacité, avec les critères qu'on a évoqués tout à l'heure. Et elle se décline en AEH de base. Donc ça, l'entrée dans cette prestation, c'est le taux. Donc avec la première chose possible, l'AEH de base, qui est environ de 135 €, avec un taux qui doit être supérieur à 50%, et qui va être effectivement accordé aussi selon les besoins éducatifs particuliers. À cette AEH de base peut s'ajouter des compléments. Donc là, ils sont au nombre de 6 et ils sont déterminés selon les frais générés par les différentes prises en charge ou rééducation qui ne seraient pas prises en charge par la CPAM, par exemple. Donc on peut évoquer la psychomotricité, par exemple, l'ergothérapie aussi. Donc ça, c'est des choses qui peuvent entrer dans l'octroi d'un calcul, mais peut aussi entrer en compte la nécessité pour les parents d'une réduction de temps de travail pour pouvoir accompagner l'enfant sur les différents rendez-vous médicaux ou sur les rééducations. C'est une prestation qui est versée par la CAF ou la MSA selon le statut des parents. Et j'alerte sur le fait qu'il faut vraiment déclarer tout changement de situation à la CAF parce qu'on voit des familles impactées par des indus. Donc, dès qu'il y a un changement, surtout informer la CAF. Alors, un petit focus rapide sur les autres droits. C'est peut-être des prestations, des termes qui vous parlent. L'allocation journalière de présence parentale, donc la JPP, qui est, elle, une allocation qui est versée par la CAF et qui va pouvoir se mettre en œuvre de manière plus rapide que l'AEH. Alors, les critères ne sont pas les mêmes, hein, mais en tout cas, c'est une prestation qui peut se mobiliser un peu dans l'urgence, puisque malheureusement, les prestations MDPH peuvent prendre du temps avant d'être traitées. Je sais que certaines MDPH ont 1 an de délai de traitement. Et effectivement, la JPP peut être un moyen de pouvoir rester auprès de son enfant de manière un peu dans l'urgence. Le cumul est possible avec une AEH de base uniquement, et effectivement, l'AEH n'a pas d'impact sur l'allocation logement. Un focus aussi sur l'affection longue durée, qu'on a communément l'habitude d'appeler 100%. Qui, elle, est une demande qui doit être adressée à la CPAM et qui doit être renouvelée régulièrement. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui oublient que le 100% doit être renouvelé. Après tout ça, on va pouvoir passer aux compensations pour les adultes.
Donc, même principe, même distinguo, une compensation un peu matérielle. Alors là, ça va être le statut de la RQTH et la compensation financière avec l'AAH. Alors, sur la RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n'ouvre absolument pas droit à une prestation financière, puisque je l'ai dit, mais je le rappelle, c'est un statut. Pour toutes les personnes qui auraient des difficultés à accéder à un emploi ou à se maintenir dans un emploi compte tenu d'une altération, donc on reprend la définition du handicap, d'une altération de fonction ou effectivement d'un trouble de santé invalidant. La RQTH accompagne toujours d'une orientation professionnelle, donc le plus souvent d'une reconnaissance d'une orientation vers le marché du travail. Et cette RQTH est possible à partir de 16 ans, puisque le législateur n'a pas oublié notamment l'apprentissage, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, les avantages liés à la RQTH, puisqu'il n'est censé n'y avoir que des avantages à cette reconnaissance. Le tout premier avantage, c'est normalement des facilités d'embauche, puisque toutes les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'embaucher au moins 6% de travailleurs qui ont cette reconnaissance-là. Donc, soit ça se fait de manière effective, soit effectivement, s'ils ne le font pas, ils contribuent à un fonds et ce fonds-là va permettre de financer ou des formations professionnelles ou des aménagements de postes. Donc justement, cette RQTH permet de solliciter par exemple l'AGFIP pour des aménagements de postes ou des créations d'entreprises. La RQTH permet d'accéder au réseau Cap Emploi, qui est un co-traitant de Pôle emploi et qui va accompagner vers l'emploi et la formation avec une connaissance parfaite du handicap et des retentissements que ça peut impliquer sur l'emploi. Donc, on est vraiment sur des prestataires hyper spécialisés. Donc, ça peut être un avantage vraiment conséquent. Et puis après, il y a des facilités d'accès au concours de la fonction publique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut permettre des départs à la retraite anticipée, ce qui n'est pas négligeable. Voilà pour cette reconnaissance. Donc, ça nous amène à l'allocation adulte handicapé. Là, on en revient toujours à notre fameux taux, puisque c'est ce taux-là qui va permettre l'entrée vers la prestation. Donc, si le taux est inférieur à 50%, il y a un rejet automatique de l'AAH. Avec un taux supérieur, enfin compris entre 50 et 79%, ça ne suffira pas puisqu'il faudra que ça s'accompagne d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. C'est le législateur qui l'a nommé ainsi. Globalement, ça veut dire que la personne a des difficultés majeures d'accès à l'emploi qui ne peuvent pas être compensées par des aménagements de poste, par exemple, ou une réduction du temps de travail. Donc ça s'évalue en effet, et là aussi, c'est important que ça puisse être explicité dans le projet de vie. Et lorsque le taux est supérieur à 80%, par contre, l'entrée vers l'AAH se fait de manière automatique. On a une attribution de droit. Il faut avoir plus de 20 ans pour l'AAH. Ça veut dire qu'avant 20 ans, on est sur le dispositif de l'AEEH. Et il y a une critère de résidence et de territoire. Et effectivement, donc ça, par contre, ces deux derniers critères sont évalués par la CAF. La MDPH ne prend en compte que les retentissements sur l'emploi et sur la vie quotidienne. Et la prestation est versée par la CAF ou la MSA, comme pour l'AEEH. Ça nous amène à notre dernière partie de la présentation et qui concerne les cartes. Alors, c'est les nouveaux termes. Les cartes mobilité inclusion avec 3 mentions. La mention invalidité, priorité ou stationnement. Elles sont liées, en tout cas, la carte mobilité inclusion volet invalidité est lié au taux. Lorsque le taux est supérieur à 80%, elle est attribuée de droit. Une carte mobilité inclusion, Gaëlle, il y a la slide d'après qui est avec les cartes. La carte priorité, on l'appelait avant la carte station debout pénible. Donc, effectivement, c'est
c'est le critère principal, avec des difficultés à se maintenir debout trop longtemps, par exemple. Et cette carte donne un accès prioritaire dans les files d'attente, dans les places assises, dans les transports, dans les lieux publics. Et la dernière carte, qui est la carte stationnement, où là, le critère réglementaire, en fait, concerne la limitation du périmètre de marche. Il n'empêche que, voilà, elle peut être aussi accordée lorsqu'il y a, par exemple, des difficultés respiratoires à la marche, un essoufflement majeur. Donc ça, c'est important de l'avoir en considération, puisque ça peut être précisé dans le projet de vie. Si le médecin, lorsqu'il remplit le certificat médical, peut le préciser, évidemment, c'est encore mieux. Et effectivement, voilà, le médecin doit aussi, s'il y a un périmètre de marche réduit, absolument le noter sur le certificat médical. On a beaucoup de rejets de CMI stationnement parce que le périmètre de marche n'est pas indiqué par le médecin. Donc, n'hésitez pas à le rappeler voilà, au médecin traitant ou au médecin spécialiste lorsqu'il remplit avec vous le certificat médical. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que je ne vous ai pas trop perdu. Merci beaucoup, Gaëlle. Je vais peut-être laisser la parole à Lucille. Lucille, est-ce qu'on a des questions? Alors, il y a pas mal de questions en amont qui ont été posées et où Gaëlle a très bien répondu, je pense, par rapport à vraiment pourquoi et comment faire cette demande MDPH. Et là, j'ai relevé une question qui peut peut-être sembler pertinente, c'est comment trouver une assistante sociale pour aider à faire le dossier, si jamais on ne veut pas le faire seul. Alors, c'est une excellente question. Alors, c'est vrai qu'au niveau des... Dans la MDPH, il y a des gens qui sont là pour aider, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai rappelé les missions de la MDPH. Effectivement, la MDPH est sur une mission d'évaluation. Donc, même moi qui suis assistante sociale au sein d'une MDPH, ma mission reste l'évaluation. Et que malheureusement, dans le cadre de mes fonctions, je ne peux pas accompagner les personnes sur le remplissage d'un dossier. Après, vous avez par contre dans chaque MDPH un accueil avec des personnels qui sont parfaitement bien formés par contre au remplissage du dossier. Vous pouvez aussi solliciter les assistantes sociales de territoire. Alors, à Toulouse, nos dispositifs de territoire sont les maisons des solidarités. Je sais que ça peut changer de nom selon les régions, mais en tout cas là, c'est possible. Et puis voilà, moi, je participe à Petit Cœur de Beurre. Et effectivement, par contre, je reste totalement disponible pour vous accompagner dans ce cadre-là, sur le remplissage du dossier, sur l'élaboration du projet de vie. Parce que vraiment, c'est un élément qui est essentiel, qui est souvent négligé parce que c'est un exercice compliqué, qui demande aussi à toutes les familles de prendre du recul sur son quotidien. Parce que les familles sont tellement happées par le rythme qu'en fait elles compensent bon nombre de difficultés sans même s'en rendre compte. Or, c'est là-dessus qu'il faut insister. Voilà, sur un quotidien impacté. J'entends souvent des Magali, elle est là. qui prennent un temps fou elle va intervenir à cause des troubles de l'oralité, par exemple. Donc ça, c'est des choses de l'ordre du quotidien, mais qu'il faut absolument mettre en évidence parce que pour nous, équipe d'évaluation, ce sera le seul lien qu'on aura avec vous et avec ce que vous vivez. Donc vraiment, c'est important. Donc moi, en tout cas, dans le cas de l'association, je reste complètement disponible voilà, pour accompagner ces rédactions-là. Et après, effectivement, ça sera soit les accueils et MDPH, soit les dispositifs territoriaux. Je ne sais pas si c'est clair. Merci beaucoup, Gaëlle. Et c'est vrai que n'hésitez pas à solliciter Petit Cœur de Beurre. Ça nous arrive d'aider des patients et des familles de patients à rédiger notamment ce projet de vie, comme tu dis, Gaëlle, parce que c'est souvent là où ça pêche, parce qu'on parle avec, en tant que parent, en tant que patient, on parle avec son quotidien, avec ses émotions.
et on a du mal à prendre ce recul. Donc, nous, on est là aussi pour vous aider et puis pour parfois recontacter, faire des courriers. On a fait des courriers de recours, on a soutenu des courriers de recours où les MDPH, des fois, disent « Ah bah dis donc, petit cœur de beurre ». Mais bon, voilà, on est là aussi pour soutenir et vous aider dans votre quotidien. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si on peut vous aider dans la rédaction de ces, et d'aller chercher les bons documents. Parfois, c'est parce moi, j'ai eu une fois une famille qui m'avait envoyé le dossier et il y avait marqué document intermédiaire de la part d'un médecin. Et je dis, ben non, il faut un document final parce que document intermédiaire, ça ne va pas passer au niveau de la MDPH. Donc, c'est souvent des petits détails comme ça où nous, on va avoir un regard nouveau et on a la chance d'avoir Gaëlle dans l'association. Donc, un grand merci, Gaëlle, d'être présente pour ça. On garde vos questions sous le coude. Lucille garde toutes vos questions sous le coude. Et on va maintenant passer à la présentation donc, de Magali, qui est avec nous aujourd'hui. Et Magali, je te laisse du coup te présenter. Bonjour, donc je vais partager mon écran, que vous puissiez voir la même chose que moi. Donc, je suis Magali, donc je suis correspondante de l'association Petit Cœur de Beurre depuis 2016 maintenant. Je suis la maman de Célia qui a un peu plus de 5 ans et donc qui est concernée par une reconnaissance de son handicap par la MDPH. Donc, pourquoi on a choisi de faire un dossier? On l'a fait très tôt, après sa naissance, pour avoir une reconnaissance, effectivement, et une évaluation administrative de son handicap. Et parce qu'on a vu aussi des besoins, notamment des besoins pour les cartes mobilité inclusion, besoin d'aide financière, comme a présenté Gaëlle, l'AEH, ses compléments. Au départ, il y a eu aussi la JPP. Et puis, il y a eu aussi toute la prise en charge de Célia dans des services de soins. Donc, le CAMS jusqu'à ses 6 ans. Et puis maintenant, bientôt, là, elle va passer en CESAD. Il existe aussi les CMPP. Et quand elle est rentrée à l'école, le dossier MDPH nous a aussi permis de solliciter une AESH pour l'accompagner sur le temps scolaire. Donc, voilà, ça nous a permis de solliciter tous nos besoins. Donc, pour mon ressenti personnel, pour moi, le dossier MDPH, surtout cette dernière version, parce que j'ai connu le dossier antérieur, est extrêmement long. C'est un dossier de 20 pages. C'est un dossier qui est le même, en fait. Donc, je pense que c'est bien, c'est le même pour les adultes et pour les enfants. Mais moi qui remplis pour un enfant, il y a beaucoup de choses qui ne nous concernent pas, tout de suite, en tout cas dans l'immédiat. Donc, mais c'est un dossier qui est, à mon sens, indispensable pour pouvoir effectivement avoir accès à nos droits. On vit au quotidien avec la maladie, le handicap. Donc, je pense qu'on a besoin aussi de se faire aider. Et pour rédiger ce document en tant que parent où on est entre guillemets novice, c'est tant mieux. Je pense qu'on a vraiment besoin de se faire aider. Et il faut prendre le temps de le rédiger. Alors, clairement, il faut, comme je pense que Gaëlle a raison de vous dire qu'il faut réfléchir à une journée type. Je pense que le premier dossier MDPH que j'ai fait pour ma fille Célia, je n'ai pas eu les droits auxquels on avait on aurait pu avoir accès en tout cas, simplement parce qu'effectivement, le projet de vie n'était pas assez précis. Alors, ça n'a pas eu d'impact majeur parce qu'à l'époque, on était en AJPP, donc ça nous a permis quand même d'avoir un revenu financier et ça n'a pas induit de conséquences majeures. Par contre, quand on a été au terme du droit AJPP, parce que c'est 310 jours sur 3 ans, donc quand on le prend à temps complet, parce que moi c'est le cas, mon conjoint a arrêté totalement son activité professionnelle, on a besoin de renouveler plus tôt que prévu, je dirais, le dossier MDPH pour compléter avec des AEH avec des compléments. Là, il a fallu faire un projet de vie qui soit beaucoup plus précis et détaillé. Donc, il faut vraiment, je pense, se faire aider au départ pour comprendre la philosophie de ce document qu'on ne connaît pas, et puis comprendre quelles étaient vraiment les attentes de la MDPH. Moi, je pense que je n'avais pas au départ bien compris
quelles étaient leurs attentes. Et je trouve que la présentation de Gaëlle, de dire, voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire qui prend en compte pas que les aspects médicaux, mais aussi ce qui se passe concrètement dans la vie. Ça, je pense qu'au départ, je ne l'avais pas perçu. Et aujourd'hui, mon projet de vie, il est tellement détaillé, il fait 5 pages. Vous voyez? Donc, certes, c'est peut-être long, mais je pense que c'est indispensable pour que des personnes dans une commission qui ne connaissent pas, notre enfant, qui ne connaissent pas notre vie, puissent comprendre comment on est organisé, quels sont les impacts, et de donner des éléments factuels. Et ici, il faut savoir identifier donc nos besoins concrets pour notre enfant et les besoins aussi pour le foyer, je dirais, qui sont en lien avec l'enfant. Donc pour moi, ça a été vraiment mon ressenti. Ça nous a permis d'être donc bénéficiaires des cartes mobilité inclusion. Alors nous, elle a un taux supérieur à 80%, donc du coup, on a les mentions invalidité et puis le stationnement. Elle est bénéficiaire, alors elle a été bénéficiaire au départ de la JPP, maintenant elle est bénéficiaire de l'AEH, un complément. On a eu pendant un temps la PCH aussi parce qu'on a dû aménager notre logement. Donc voilà, c'est des choses auxquelles vous devez réfléchir quand je parle du besoin de l'enfant et du foyer. C'est ça aussi, c'est de se dire si on a besoin d'aménager son logement parce que c'est en lien avec le handicap de son enfant, mais il faut l'expliquer dans le projet de vie, pourquoi vous vous projetez de faire ces aménagements-là et que vous sollicitez une aide financière de compensation du handicap pour ces aménagements que vous êtes amené à faire, par exemple, dans votre logement. Et puis, quand elle est rentrée à l'école, ça nous a permis de demander à ce qu'elle ait une AESH. Alors, nous, elle a une AESH individuelle. Et la petite subtilité, je pense que là aussi, on n'a pas eu la première année de l'école, mais vraiment, moi, je fais un dossier tous les ans, quasiment. C'est de préciser quand est-ce que l'enfant a besoin de son AESH. Nous, je n'avais pas précisé qu'elle en avait besoin sur le temps périscolaire, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est à préciser parce qu'aujourd'hui, ma fille, elle a 2 AESH pour pouvoir couvrir, même 3, je dirais, pour pouvoir couvrir le temps complet du temps scolaire plus du temps périscolaire, notamment le temps de cantine, qui est pour nous quelque chose de majeur parce qu'elle ne s'alimente pas toute seule. Elle est alimentée par une sonde et du coup, pour le sevrage de son alimentation, les médecins pensent qu'il est important qu'elle puisse aller à la cantine avec ses pairs pour pouvoir être stimulée. Mais elle ne peut pas y aller seule, il faut qu'elle soit accompagnée par quelqu'un. Et ça, je ne l'avais pas forcément précisé. Et donc, sur la première notification, on nous a dit « Ah, elle ne peut pas aller à la cantine. » Interdit parce qu'on n'a pas de notification MDPH, d'AESH sur le temps périscolaire. Donc, au moment du renouvellement, c'est quelque chose que j'ai précisé, mais voilà, on paye de ses erreurs, je dirais, ou de ses oublis. Donc, voilà, c'est un peu les conseils que je peux vous donner. Le bénéfice aussi de la reconnaissance et de faire ce dossier à la MDPH, c'est aussi d'être affilié gratuitement à l'assurance vieillesse des parents au foyer. C'est le cas de mon conjoint depuis qu'il a arrêté son activité. Du coup, il ne travaille plus. Donc, quand même, plus tard, on y pense, ça fait déjà 5 ans et demi qu'il a arrêté son travail, c'est aussi de penser à l'assurance vieillesse. Il y a aussi une possibilité d'attribution dans certains critères de trimestres dérogatoires supplémentaires pour la cotisation de chômage. Donc ça, il faut savoir que ça existe. Moi, je découvre en fait au fur et à mesure. C'est parce qu'il a reçu en fin d'année dernière, il a reçu son décompte pour la cotisation chômage. Et en lisant la notice, j'ai vu que ça existait et je me suis dit, ah ben d'accord, donc je vais demander une réévaluation, envoyer les notifications de la MDPH pour qu'ils aient l'information. Voilà, donc je découvre les possibilités. Si ça se trouve, il y a encore des choses que je n'ai pas découvertes. Mais on aurait fait cet infocœur il y a 1 an, je n'étais pas en capacité de vous le dire, mais en tout cas, j'ai découvert ça. Donc ça existe et ça a fonctionné puisqu'ils nous ont attribué un trimestre complémentaire du fait qu'il a gardé notre fille à temps complet depuis sa naissance. Ça a permis aussi une orientation vers des structures de soins spécialisées et adaptées à son handicap. Donc, au départ, il y a eu le CAMS. Là, elle a une orientation vers le CESAD qui est déjà notifié pour préparer
la suite du CAMS. Et il peut y avoir aussi attribution, le fait qu'il y ait une reconnaissance en fait MDPH, d'attribuer une demi-part supplémentaire au niveau de vos impôts, si voilà, avec le taux que vous avez. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi notifier dans vos impôts. Pour moi, mes conseils, c'est ce que je vous disais. Le projet de vie, il faut qu'il soit précis, détaillé et qu'il décrive vraiment la réalité de votre vie, en lien avec vos demandes. C'est-à-dire que quand j'ai fait la demande de l'AESH pour le temps de cantine, j'ai expliqué pourquoi c'était important qu'elle ait quelqu'un, pourquoi il fallait qu'elle aille à la cantine, parce qu'on aurait pu dire papa est à la maison tout le temps, donc il va la chercher et puis voilà. Non, et pourquoi elle a besoin d'aller à la cantine, pourquoi c'est un enjeu important dans le cadre de son handicap et pourquoi elle a besoin d'aide. Si vous devez demander une place, une carte mobilité en lien avec le stationnement, ben c'est ce que disait Gaëlle, c'est préciser quelles sont les difficultés, pourquoi vous avez besoin de la place de stationnement. Quand je dis qu'il faut être précis, c'est évoquer votre quotidien. Moi, dès qu'elle monte une petite côte de quelques mètres, elle est très essoufflée, elle veut qu'on la porte. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Quand il faut expliquer tous les frais qui sont liés au quotidien, si vous demandez une AEH avec ses compléments, moi, je demande à la pharmacie de me sortir une liste de toutes les factures des médicaments qui sont non remboursés. Puis il y en a une pleine liste, hein, parce que même si elle est à 100% en lien avec sa pathologie, il y a encore énormément de médicaments qui ne sont pas remboursés. Donc, si en fonction de ce que vous allez demander, n'hésitez pas à préciser votre projet de vie. Moi, c'est le projet de vie, je mets 2-3 mois à le faire, en fait, à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, je me dis, oh, je vis mon quotidien et je me dis, oh, ça, j'ai oublié de le mettre dans mon projet de vie. Parce qu'en fait, on se pose, mais on peut, à mon sens, on ne peut pas le faire comme ça en 1 heure ou 2, parce qu'on essaye de penser à tout sur une journée, etc., mais on ne pense pas à d'autres choses. Toutes les organisations qu'on met en place pour aller voir le médecin à l'hôpital, nous, Célia, comme elle a un déficit immunitaire, le médecin ne veut pas qu'elle aille en salle d'attente, notre médecin traitant vient à domicile, ne veut pas qu'elle aille en salle d'attente. Tout ça, c'est des petites choses que vous pouvez, qui sont mises en place, qui fait partie de votre organisation et qu'il faut préciser à la MDPH pour que vous ne vous en rendez pas compte, c'est votre quotidien, c'est comme ça. Mais il faut le préciser parce que quelqu'un qui ne connaît pas votre vie ne peut pas le deviner. Et moi, je pense qu'au départ, je n'ai pas été suffisamment précise pour expliquer pourquoi mon mari avait réduit son activité. On n'avait pas eu le complément AEH qui était adapté en fait à la réduction de son activité. Mais parce que je pense que j'avais été tournée sur le handicap de ma fille, mais pas sur le retentissement sur notre organisation de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez le temps de réfléchir, de rédiger. Et là, effectivement, il faut se faire aider des professionnels, à mon sens. Les assistantes sociales ont l'habitude de faire ce travail-là, donc elles peuvent vous guider, vous orienter. Alors, bien sûr, ils ne vont pas vivre votre vie à votre place. Donc, ça ne fait pas tout. En tout cas, ils peuvent vous suggérer des choses, vous demander de réfléchir sur un certain nombre de choses. Et si vous avez rendez-vous pour rédiger le dossier avec une assistante sociale, et bien, quelques semaines avant, notez des choses de votre quotidien sur une liste, comme une espèce de petite checklist en fait de votre quotidien au fur et à mesure pour préparer votre rendez-vous et pour qu'au moment d'échange avec l'assistante sociale, vous pouvez dire ah ben on vit ça comme ça, on s'organise comme ça et elle va vous dire ah ben oui, il faut le noter et on va le rédiger comme ça. Moi, le projet de vie pour ma fille, je l'ai fait par thème un peu, vous voyez, les difficultés liées au langage, les difficultés liées à la mobilité, les difficultés liées à son déficit immunitaire, les difficultés liées aux apprentissages. Et vous voyez, par thème, comme ça, j'ai déployé chaque difficulté. Limite, tu fais des difficultés liées à l'alimentation, etc. Et à chaque fois, je clôture j'explique en fait par thème quelles sont nos difficultés et je clôture par nos besoins. Du coup, j'ai besoin d'une AESH parce qu'elle a des difficultés d'apprentissage, etc. Et des fois, c'est peut-être un peu redondant, mais quand je vois qu'elle a des difficultés, par exemple, sur la propreté, elle a besoin d'une AESH. Et ça explique à la MDPH pourquoi j'insiste sur mes demandes. En fait. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment anticiper et regrouper vos demandes.
tellement fastidieux, 20 pages à faire à chaque fois. Moi, je m'y prends, enfin, nous, sur la Haute-Vienne, on est plutôt, je pense, entre 4 et 6 mois de délai. Donc, c'est relativement, je pense, assez court comparé à 1 an qu'a évoqué Gaëlle. Donc, ça, adaptez-vous, renseignez-vous dans votre secteur, mais anticipez. Et le problème, même moi, je le vois, en 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses chez un enfant. Donc, ça m'est arrivé aussi, entre-temps, d'envoyer des documents par mail parce que le dossier était déjà parti, parce qu'on est obligé de s'y prendre longtemps à l'avance, mais où elle avait un rendez-vous chez le cardio entre-temps qui a noté qu'il fallait qu'elle soit réopérée. Donc ça, je ne l'avais pas noté parce que je ne m'y attendais pas, mais du coup, ça a un impact sur la reconnaissance de son handicap. Et donc, recontacter entre-temps la MDPH pour voir comment il est possible de renvoyer des documents complémentaires alors que votre dossier a été envoyé mais n'a pas été encore étudié, et regrouper tout. Vous voyez, par exemple, moi, là, je fais à peu près un dossier tous les ans, donc il y a toujours des nouvelles choses à demander, et je regroupe même, je m'y prends un peu à l'avance. Vous voyez, par exemple, la carte de stationnement de ma fille, elle se termine en février 2023. Le dossier que j'ai fait là, je l'ai fait partir en janvier pour septembre. Pour qu'on ait une notification en juin, je l'espère, parce qu'il faut aussi laisser le temps ensuite à l'éducation nationale de recruter les AESH, etc. Donc, quand je parle de 6 mois, c'est voir un peu plus, vous voyez, parce que moi, j'ai fait en sorte que la notification arrive en juin pour que, du coup, l'éducation nationale ait le temps de recruter pour le mois de septembre. Donc, il y a tout ça à réfléchir, et j'ai même anticipé donc, la carte de stationnement qui arrive en février de 2023. Mais parce que sinon, il faudrait qu'en septembre, au moment où j'ai fini mon dossier, que je reçois la notification, il faudrait déjà que j'en fasse un autre pour autre chose. Donc, on ne ferait que ça. Donc, du coup, j'anticipe, j'essaye de regrouper mes demandes. Je pense que la MDPH, je croise les doigts, va comprendre pourquoi j'ai anticipé ma demande, mais parce que ça fait beaucoup de dossiers, il faut beaucoup anticiper. Un autre de mes conseils, si votre enfant a 2 ans et demi, par exemple, et va rentrer à l'école à la rentrée prochaine, anticipez. Pour la rentrée de septembre de ma fille, moi, je m'y suis pris en novembre de l'année d'avant, quasiment une année à l'avance, pour dire, j'ai appelé l'école, parce que moi, je ne savais pas du tout comment ça se passait, pour dire, voilà, j'ai une enfant qui va rentrer à l'école à la rentrée prochaine, comment ça se passe? Ça a permis le temps de prendre, eux, ils ont alerté l'enseignant référent du secteur pour informer qu'il y avait une enfant en situation de handicap qui allait rentrer à l'année scolaire suivante. C'est ce qui nous a permis, alors eux, ils sont aussi les enseignants référents surchargés, ils ont énormément d'enfants à suivre, donc ils sont aussi extrêmement pris, d'avoir une réunion d'équipe éducative en janvier, vous voyez, de l'année d'avant sa rentrée scolaire, et ce qui a permis d'établir le fameux GEVASCO. Le GEVASCO, c'est le document, comme on l'a expliqué, qui permet d'identifier bien une équipe pluridisciplinaire de l'école, les besoins de l'enfant. Et c'est un document qui est demandé par la MDPH dans le dossier. Donc, moi, j'ai eu en janvier le GEVASCO, ce qui m'a permis de déposer en février mon dossier MDPH pour avoir l'attribution de son AESH à la rentrée scolaire pour le mois de juin et qu'ils aient le temps de recruter. Donc, vraiment, ça nécessite de s'y prendre énormément à l'avance. Moi, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. C'est un rétro-planning en fonction des dates en fait, de notification. Je me mets dans mon agenda à peu près 8 mois avant, c'est-à-dire de commencer à rédiger mon projet de vie, parce que je mets un peu de temps à le rédiger pour qu'il soit prêt. Alors, et puis, solliciter le médecin, parce que alors, c'est pareil, il faut solliciter son médecin pour qu'il remplisse le dossier. Donc, moi, je suis sans arrêt en train de lui courir après et prendre du temps avec lui pour accompagner votre médecin aussi, qui n'a pas forcément l'habitude de rédiger un certificat médical pour la MDPH. Ce n'est pas un certificat médical, je dirais, classique. Comme disait Gaëlle tout à l'heure, le médecin, s'il n'a pas précisé à peu près le périmètre de fatigabilité, je dirais, de la personne ou de l'enfant, et ben, la MDPH, elle ne va pas attribuer la carte de stationnement. Et tout ça, les médecins ne sont pas formés à rédiger ce genre de certificats médicaux. Donc, prenez toutes ces informations auprès des assistantes sociales qui ont l'habitude, et vous, soyez le relais de vos médecins
pour les conseiller à rédiger ces documents-là aussi. Moi, clairement, je dis à mon médecin, n'oubliez pas de préciser ça, il faut que vous notiez ça, il faut que vous notiez ça. Je lui dis, en fait, il faut que je note, parce que, en fait, je fais une checklist pour lui. Bon, je ne peux pas rester 3/4 d'heure avec lui pour rédiger le document, mais je fais une checklist en amont pour essayer et pour que le dossier soit le plus complet possible et que du coup, on ait accès à un endroit. Alors, je caricature un peu, mais presque. Parce que c'est quasiment la vérité, quoi. Bon, à force, il a l'habitude, lui aussi. Mais lui-même, il me l'a dit, dans les premiers certificats médicaux, on n'a peut-être pas eu les droits auxquels on avait accès parce que moi-même, le projet de vie n'était pas complet et peut-être que le certificat médical n'était pas assez précis aussi. Donc, du coup, voilà, chat mouillé, maintenant, je fais attention et j'essaye de rédiger le plus précis et j'accompagne mon médecin dans la rédaction de ces documents. Voilà pour mes conseils. Merci beaucoup, Magali. Merci pour ce témoignage. Je sais qu'il y a dans la salle des parents d'enfants concernés par les cardiopathies, mais aussi des adultes. Et donc là, c'était ton témoignage en tant que parent. J'espère que certains d'entre vous auront n'hésitez pas à contacter Magali en suivant après la réunion si vous voulez plus d'informations. Lucille, est-ce qu'on a des questions? Je pense que ça a été super clair, mais il y a juste une petite question, mais je pense que tu y as quand même répondu. Est-ce qu'il y a une reconnaissance préalable à obtenir avec des bilans? Donc, est-ce qu'il faut fournir en fait des bilans médicaux avec le dossier, je pense, à faire avant? C'est tout ce que tu disais sur l'anticipation, en fait, je pense. Oui, il y a beaucoup. Moi, souvent, je demande beaucoup de choses. Par exemple, là, j'ai demandé quelque chose de pratico-pratique. Ma fille, elle est suivie par une psychomotricienne au CAMS aujourd'hui. Donc, du coup, c'est pris en charge par le CAMS. La notification en CESAD, ça fait. Moi, je l'ai demandé longtemps à l'avance pour que le CAMS puisse commencer à travailler avec le bon CESAD, parce qu'il en existe plein adaptés au handicap. Donc, il faut déjà que la MDPH oriente vers le bon. Et le problème, c'est qu'il manque cruellement de place. Donc, Célia est en salle d'attente depuis 1 an parce qu'elle peut intégrer le CESAD avant les 6 ans. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait une demande pour, s'il y avait besoin, pour pas qu'il y ait de rupture de soins, pour une prise en charge par une psychomotricienne en libéral. Mais là, du coup, ce n'est pas remboursé quand c'est comme ça. Donc, j'ai fait une demande financière pour pouvoir, le temps de la fin de la prise en charge du CAMS et de la prise en charge CESAD, de pouvoir du coup avoir quand même une aide financière pour qu'elle puisse bénéficier de la psychomotricité. Mais typiquement, il faut demander à la psychomotricienne un devis de 1 an de prise en charge. Donc, vous voyez, ça, c'est des documents à fournir à la MDPH. Donc, n'hésitez pas à redemander à votre pharmacie, toutes les factures pour expliquer tous les frais que vous avez un peu annexes, vous voyez, que vous avez besoin pour monter votre dossier. Les derniers comptes rendus des spécialistes, alors, vous voyez, par exemple, le cardiopédiatre, des choses comme ça. Merci beaucoup, Magali. Alors, nous devions avoir ce matin la présence de Rachel, qui est bénévole sur la région, sur Caen. Mais malheureusement, Rachel est malade. Comme beaucoup d'entre nous en ce moment, vous savez qu'il y a le virus qui traîne et qu'elle était complètement aphone, donc elle n'a pas pu être avec nous ce matin. Donc, nous n'aurons pas le témoignage de Rachel, mais peut-être qu'il y a des questions, des interrogations. Peut-être qu'on va répondre. Lucille, si tu as des questions, je crois qu'il y a quelques questions techniques aussi auxquelles Gaëlle peut répondre. Après, c'était par rapport au statut adulte, mais c'est vrai qu'elle a quand même bien répondu avec la présentation. Je n'ai pas forcément là de questions nouvelles en amont et dans le chat non plus. Okay. Après, est-ce qu'il y a peut-être des témoignages de personnes qui veulent dire leur ressenti en tant qu'adulte? Je ne sais pas. Moi, j'ai une question parmi les participants. Je pense que c'est une question qui revient souvent. C'est à quel moment, parce que quand on a une cardiopathie, bien souvent, et heureusement, durant l'enfance, ça va plutôt bien. Et puis, donc on a un projet professionnel qui se construit durant l'adolescence, durant la partie jeune adulte. Et à un moment donné, la cardiopathie va devenir de plus en plus impactante dans le quotidien du patient.
et il va se poser la question à un moment donné de à quel moment je fais cette reconnaissance MDPH. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que ça va impacter? Et au niveau psychologique, d'accepter de faire cette reconnaissance. Donc, s'il y a des témoignages sur le sujet, des gens qui viennent de passer le cap peut-être ou qui sont en train de se poser la question, on peut vous laisser la parole. C'est mon cas. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour, moi j'ai une cardiopathie congénitale, donc j'ai grandi avec et j'ai demandé la RQTH quand j'ai passé mon baccalauréat. Ça me permettait d'avoir un tiers-temps de plus pour la rédaction. Et après ça, à la faculté, j'en ai également bénéficié. Ça, c'est pour le plan des études. En fait, je n'avais le droit qu'à un tiers-temps de plus parce que j'ai déjà 43 ans. Donc, du coup, à ce moment-là, c'était vraiment les prémices de la prise en charge des étudiants en situation de handicap. Je sais, moi, alors j'ai fait des études de psychologie et j'ai un ami qui a exactement la même cardiopathie que moi, qui lui a bénéficié d'autres aménagements parce qu'il en savait beaucoup plus que moi. Donc là, je tiens vraiment à féliciter toutes les mamans qui sont tellement à fond pour leurs petits. Bravo et continuez parce que mes parents ne savaient pas tout ça. Ma maman, elle a été reçue à la sécurité sociale et la personne qui l'a reçue lui a dit « Ne vous inquiétez pas, de toute façon, avec l'état de santé de votre fille, elle sera toujours aidée. » C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est absolument faux. Donc, ouais, il faut vraiment batailler et puis essayer d'en savoir le plus possible. Et alors, moi, je me suis réorientée, je suis travailleur social, donc du coup, je peux le dire, faites valoir vos droits. Faites valoir les droits des enfants et des jeunes adultes à venir parce que moi, j'ai eu toutes les embûches qu'on peut envisager, quoi. Hein. Je crois, sollicité 4 ou 5 fois une pension d'invalidité parce que je n'y arrivais plus et que le médecin conseil à qui j'avais affaire me disait qu'il n'y connaissait rien en cardiopathie et que voilà, je suis super bien cortiquée, je réfléchis bien, j'ai fait des études supérieures. Faites secrétaire, madame. Voilà. Déjà, il faut en avoir envie. Bon, c'est pas mon cas du tout. Et 2, c'est fatigant d'être secrétaire, en fait. Quand on a déjà besoin d'un mi-temps, c'est trop fatigant. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a fait du secrétariat, mais en fait, il faut penser à 1 milliard de trucs à la fois. Il faut courir partout. Enfin, non. Donc, clairement, moi, je n'étais pas capable d'être secrétaire, quoi. Donc voilà. Vraiment, en savoir le plus possible sur le handicap. Effectivement, je pense que ce que disait Magali était juste, parce que moi, j'ai également monté des dossiers MDPH, forcément, pour mes reconnaissances, avant d'être éducatrice. Et donc, je répondais que sur le plan de la santé. Et puis, en fait, j'avais le droit juste à la RQTH, point barre, surtout rien de plus, quoi. Et puis, la cardiopédiatre auquel j'avais affaire était une cardiopédiatre à l'ancienne qui, elle, considérait qu'une fois que l'enfant était réparé, il n'y avait pas plus à faire. Donc, j'avais de l'aide de nulle part et de personne. Donc, j'ai appris, moi, comme fait Magali, à mettre sur papier. Voilà où ça coince pour moi. Voilà mon quotidien. Quand il fait froid, c'est-à-dire... je ne sais pas comment vont vos enfants, mais moi, quand il commence à faire froid, je suis ralentie énormément pendant, je dirais, 3 semaines. Voilà, je peux plus du tout. Quand il fait trop chaud, je peux plus du tout pendant 2 à 3 semaines. Et ces temps-là, je suis en retard au boulot. Je suis trop fatiguée pour enregistrer ce qu'on me dit. C'est-à-dire que là, je me situe quand j'ai travaillé en banque. J'étais conseiller particulier en banque. Avec une RQTH, attention, dans le cadre de la RQTH, évidemment, personne ne prenait en considération ce que je disais, l'état dans lequel j'étais, enfin voilà. Il faut calculer vite, il faut calculer bien, il faut être commercial, il faut être disponible, enfin, impossible. Impossible. Donc moi, j'ai commencé à accumuler les arrêts, jusqu'à ce qu'on me remercie, ce qui est tout à fait cohérent au demeurant. Mais voilà, vraiment... il y a tout cet aspect du quotidien qu'il faut absolument mettre en lumière. J'ai été une adolescente.
ultra mal. Enfin, vraiment, j'étais super mal. Franchement, toutes les mamans, tous les papas, à l'adolescence, un psychologue. Même si c'est que pendant 1 mois ou 2 mois, ou une fois de temps en temps, mais un psychologue, absolument. C'est, moi, je pense vraiment essentiel. Même si au début, on se dit que l'ado, il va bien, que l'ado, il vit avec, on n'est pas dans l'intimité de personne. Et se construire avec une cicatrice, des cicatrices, se construire avec des ouvertures de corps, avec des étrangers qui nous touchent, avec des anesthésies, avec des réveils, avec des angoisses de mort, clairement, il ne faut pas se leurrer, avec vous savez, le discours du professionnel soignant qui peut être un peu, manque un peu de psychologie, mais en même temps, c'est pas son boulot, il n'est pas formé à ça. Il est technicien, il est un excellent technicien, mais ça reste un technicien. Tout ça, c'est des petits trucs, je vous invite vraiment à le faire, quitte à ce que ce soit c'est pas pour rien, mais que l'ado dise à un moment donné, ouais, maman, c'est bon, je vois pas ce que j'ai à faire, mais au moins vous l'avez fait, au moins vous l'avez invité à le faire, et au moins ça a été déjà mis en place. Ça évitera qu'en tant que jeune adulte, on n'y aille pas. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ce témoignage. Je vous en prie. Avec plaisir. Et puis, je pense que c'est important aussi de rappeler que, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que si j'ai telle cardiopathie, est-ce que je peux bénéficier d'une reconnaissance RQTH? Il n'y a pas de réponse parce que ce n'est pas une cardiopathie qui va vous définir. On sait qu'aujourd'hui, il existe déjà plus de 300 cardiopathies congénitales référencées et que chaque cardiopathie congénitale, chaque personne va le vivre différemment en fonction de son parcours de vie. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ce n'est pas parce que vous avez telle ou telle cardiopathie que forcément, il va y avoir une reconnaissance à réaliser ou pas. Ça, c'est vraiment une question à laquelle on ne pourra pas répondre. Et sachez que les cardiopédiatres aussi commencent à s'interroger. Nous, on participe à des congrès médicaux et les questions de la MDPH commencent quand même à arriver sur ces congrès. Donc, les professionnels essayent de mieux vous accompagner pour pouvoir vous donner tous les éléments, donner tous les bons documents et compagnie. Nous, on a été sollicités pour le congrès de la FCPC en septembre pour intervenir sur ces sujets-là. Donc, il y a quand même des interrogations de la part des cardio-congénitalistes. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Oui ? Oui, c'est Asna. Salut Asna. Bonjour à tous. Merci en tout cas Magali pour ton témoignage parce que je me rends compte que toi tu as pris les choses en main tout de suite. Merci également à Marie-Ève pour son témoignage également. Moi je me trouve entre les deux. J'ai un enfant qui va avoir 20 ans et justement il se pose ces fameuses questions puisqu'il est à la fac et là commence à se poser ces questions de la concentration, des problématiques qu'il ne rencontrait pas dans le cadre d'un établissement où tout était cadré, où il y avait une prise en charge il y avait un PAI, là il est à la fac, il n'y a plus de PAI. Donc toutes ces choses-là, ça y est, ça remonte à la surface. En plus, on sort quand même de 2 années de confinement, de crise sanitaire, de cours en hybride. Donc, ça a été un peu compliqué également pour les étudiants, pour les collégiens, les écoliers, et puis voilà, même les enfants en maternelle, pour tout le monde, il y a eu un impact. Donc là, il commence à se poser pas mal de questions. Et pour lui, il y a eu aussi une problématique, c'est qu'il n'a toujours pas fait la transition. C'est-à-dire que c'est toujours son cardiologue en pédiatrie qui le suit. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, il a fait 2 pneumothorax et du fait de ces 2 pneumothorax, son cardiologue s'est dit « Non, il faut que je continue à le suivre », sauf qu'il va sur ses 20 ans, il se pose des questions de jeunes adultes, il n'a pas forcément les réponses et c'est de lui aujourd'hui, maintenant c'est lui qui me dit que ça ne va pas et qu'il aimerait effectivement changer. Donc on est en train de faire des démarches. Le rendez-vous pour passer vers un cardiologue, il a été pris au mois de, je crois, décembre ou janvier. J'ai un rendez-vous qu'au mois de septembre à l'hôpital Pompidou. Donc là, on a fait les tests d'effort qui ne sont pas forcément bons non plus. On m'a indiqué également qu'il y aurait sûrement une opération. Bref, plein de questions. Effectivement, je te remercie Marie-Ève parce que oui, ces questions, elles se posent. Il a 20 ans. Pourtant, moi, voilà, 20 ans, j'aurais pu… je suis une maman hyper active. Je suis derrière lui. On a fait énormément de démarches. Il y a eu les PAI. Il y a eu la psychomotricienne. J'ai vu le CAMS. J'ai vu plein de monde. Je n'ai pas
pas forcément été accompagnée, j'ai pas monté de dossier MDPH parce que mot handicap, pour moi, il n'était pas handicapé. Personne ne m'a expliqué non plus. Je me suis retrouvée un peu toute seule. Mais bon, on a géré. Il a réussi à avoir son bac. C'est un scientifique quand même. Donc, je me dis aussi que voilà, malgré tout, il a réussi quand même à s'en sortir. Mais là, se posent vraiment des questions et on est en train de se questionner. Et c'est pour ça que ce matin, je suis là parce que je me pose aussi la question de enfin monter ce fameux dossier MDPH, peut-être pour l'aider, mais je ne sais pas si vraiment ça va l'aider. Il a fait sa première année à la fac. Voilà, il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, en tout cas, merci Gaëlle, merci à l'association et merci à tous pour tous vos témoignages parce que ça me permet aussi voilà, de poser, de me poser aussi les bonnes questions. Mais moi aussi, voilà, aujourd'hui, il y a plein de questionnements et on se dit, mais par où il faut commencer on a pris peut-être du retard, on n'en a pas pris, on ne sait pas, mais on se dit, bon, il faut y aller quand même parce qu'il faut l'aider à se construire en tant que jeune adulte. Et il y a aussi cette transition aussi qui est hyper importante et j'insiste aussi auprès des parents pour effectivement que cette transition se fasse le plus tôt possible parce que c'est hyper important pour la vie du jeune adulte et il se pose des questions et là, il faut vraiment qu'on puisse y répondre. Et moi, en tant que maman, même son père, on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Et puis, même quand il est en salle d'attente, il est avec des bébés, il est avec des enfants de 5 ans. Ça serait bien aussi qu'il soit avec des jeunes adultes, qu'il soit avec des adultes et qu'on puisse répondre. Donc, voilà pour mon témoignage. J'arrête là, Gaëlle. Mais voilà, je voulais en tout cas vous remercier pour tous vos témoignages. Merci à vous. Merci beaucoup, Asma. Merci. Je me permets, à la faculté et enfin dans des écoles supérieures, il y a maintenant des relais pour les étudiants en situation de handicap. Je pense que ce serait bien que votre fils aille toquer à sa porte Oui, et puisse lui poser les questions qui lui appartiennent à lui et qu'il puisse cheminer avec ça. Je pense que c'est déjà un bon début dans l'acceptation de sa nature. En fait, concrètement, c'est sa réalité à lui. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi, c'est que on n'a pas d'autre solution que de se construire tel que l'on est. On est cardiopathe comme je suis une femme. Donc, ça fait partie de l'identité absolue et je pense qu'aller toquer à ce genre de porte, ça permet aussi peut-être, tiens, tu n'es pas le seul étudiant en situation de handicap sur le campus. Tiens, est-ce que vous voulez pas faire je sais pas, des rencontres, vous voyez, ça permet, bien sûr qu'on n'a pas besoin d'être que entre cardiaques, heureusement, quoi, mais on peut peut-être se reconnaître autrement et puis faire lien autrement aussi, quoi, que c'est ça, moi je sais que quand j'ai rencontré mon ami qui est également cardiaque, à la fac, ça a été un soulagement absolu parce que tiens, moi je peux pas venir parce que il fait trop froid pour l'instant, mais toi tu as la ressource d'y aller, tu peux pas prendre les cours pour moi. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui se mettent en place qui font qu'on se sent intégré aussi. Et ça, c'est une question qui est très prégnante quand on est en situation de handicap qui ne se voit pas. C'est qu'on veut faire part. On veut faire part d'un quelque part. Et ça, on ne peut pas tout le temps être que l'enfant de ses parents. Vous voyez, il faut aussi qu'on devienne soi. Un être à part entière. C'est tout l'objet de la transition. Ça passe par les amis. Quand on est jeune adulte, ça passe par les amitiés, ça passe par les rencontres comme ça. Voilà, donc moi je serais lui maintenant. En fait, moi j'étais en formation il y a encore pas longtemps d'éducatrice et du coup tout ça, moi j'ai appris à connaître parce que quand j'étais il y a 20 ans de ça à la fac, ça n'existait pas pour moi tout ça. Et donc peut-être pas hésiter quoi. On va continuer si vous voulez bien de façon à pouvoir conclure et libérer tout le monde. Je sais que les matinées sont importantes, on a déjà dépassé le timing. Merci à tous pour vos témoignages. Je sais que c'est précieux. Il y a des outils pour vous sur le site Petit Cœur de Beurre. Hein. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations, notamment pas mal de fiches, les essentiels qui sont très précieuses, qui sont également diffusées auprès des réseaux de cardiologues congénitalistes sur différents sujets. Ça peut être aussi les assurances emprunteurs qui sont souvent un sujet important
pour vous. Vous avez également sur notre site internet des bénévoles. Vous avez rencontré ce matin Lucille qui a modéré, je te remercie. Vous avez rencontré Magali. Asna, vous avez entendu aussi, est bénévole sur la région Île-de-France. Là, c'est des bénévoles, par exemple, de la Nouvelle-Aquitaine. On retrouve Magali. N'hésitez pas à contacter nos bénévoles. Je sais qu'on a Benoît aussi qui est connecté ce matin. Je crois qu'il y a Mildred, donc il y a pas mal de bénévoles ce matin qui sont là, qui nous écoutent. Et un grand merci à eux parce que sans eux, on ne ferait rien. Et puis, dernière chose pour l'information du patient, une page YouTube. Nous avons une playlist Bien vivre avec une cardiopathie congénitale où vous pouvez retrouver des films, des petites animations, des conférences, la qualité de vie des personnes avec une cardiopathie. Et puis, les derniers rendez-vous InfoCœur sur des sujets différents, projets de grossesse, les cicatrices, le déroulement d'une hospice, le neurodéveloppement. Donc ça, voilà, pour l'information du patient, c'est précieux pour nous, vous informer, c'est notre priorité. Et j'en profite, quand on vous informe, ça coûte des sous. Alors, s'il vous plaît, si vous avez un petit peu de sous à nous donner, n'hésitez pas à faire un don sur le site internet de Petit Cœur de Beurre parce que ça aussi, ça nous permet de construire ces documents. Le prochain rendez-vous InfoCœur, ce ne sera pas au mois de mai, ce sera au mois de juin. On fait une petite pause au mois de mai parce qu'on a plein d'événements au mois de mai et tant mieux, on va vous revoir en vrai. Le prochain rendez-vous InfoCœur, c'est sur la réhabilitation cardiaque. Ça s'adresse aux jeunes et aux adultes. C'est pourquoi, à un moment donné, est-ce qu'on ne devrait pas faire une réhabilitation cardiaque, réentraîner son cœur à l'effort pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc, on va parler de ça avec le docteur Sophie Guillaumont de l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. Et puis, les petites actualités, vous avez différents événements à venir, je vous le disais. Il y a notamment pour les gens de la Nouvelle-Aquitaine, le MPPD Bordeaux, ça va être un super moment, c'est le dimanche 15 mai. C'est à Gradignan, juste à côté de Bordeaux, et vous pourrez faire du sport, c'est ouvert à tous, donc venez nous rencontrer. Vous avez pour les Parisiens la course des héros au mois de juin. Vous avez très bientôt un Parlons Cœur le 14 avril. Lucille, je pense que tu y es peut-être, ouais. Oui, je serai bénévole qui témoigne. Ouais. Ouais. Et c'est pour les parents ou pour les adultes? C'est pour les parents. Pour les parents, ok. Donc, rapidement, Lucille, tu peux nous dire ce que c'est les Parlons Cœur pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, c'est un petit rendez-vous, un peu comme on fait là sur Zoom, où on se réunit. Là, donc la thématique, c'est les parents d'enfants concernés, et où on pose des questions, on témoigne, on partage. C'est un moment vraiment convivial et on passe toujours des bons moments. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Super. Merci Lucille. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la rubrique pédiatrie de notre site internet. Un grand merci à tous. J'ai arrêté de partager mon écran, on va tous se voir comme ça, voilà. Donc, merci à tous nos intervenants. Un grand merci Gaëlle d'avoir permis d'avoir un aspect très technique sur ce sujet de la reconnaissance par la MDPH. Merci Magali pour ton témoignage. Merci Lucille pour la modération. Merci à tous les intervenants qui ont également témoigné aujourd'hui. N'hésitez pas à nous recontacter, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés lors de ces rendez-vous InfoCœur, n'hésitez pas à nous les remonter parce que c'est répondre à vos besoins qui sont importants pour nous. Et puis, je vous souhaite un bon week-end à tous. J'espère vous revoir très vite.